face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Sur les bancs de l'école, Caroline ne voulait pas être danseuse, maîtresse ou encore pompier. Elle rêvait déjà de devenir un jour femme d'affaires. Aujourd'hui, elle est la fondatrice de 50 in Tech, l'accélérateur de carrière qui a pour ambition d'avoir d'ici 2050 50% de femmes dans la tech, un chiffre malheureusement bien loin de la réalité d'aujourd'hui. Caroline a eu 1000 vies, journalisme, politique, web, communication. Elle croit au pouvoir de la curiosité et de la confiance en soi, malgré les obstacles rencontrés et les a priori auxquels elle a dû faire face en tant que femme entrepreneur. Elle nous partage avec générosité et expertise son approche pour redonner pouvoir et confiance aux femmes. Eh bien, merci beaucoup Caroline d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast Chance. Et j'aimerais commencer par une question sur ton enfance. J'aimerais te demander si tu avais un travail rêvé quand tu étais enfant ou ado. Et si oui, qu'est-ce que c'était ? Eh ben, figure-toi que oui, je mettais, tu sais, sur les fiches qu'on nous demandait à l'époque, je sais pas si on fait encore ça à l'école, faut que je demande aux enfants, mais je crois plus. On nous demandait toujours ce que faisaient nos parents et ce qu'on avait envie de faire plus tard. Et je répondais toujours, mais genre tout le primaire, je crois jusqu'au début du collège, femme d'affaires. Tout le temps. Ah ouais? Ouais. Et en fait, j'ai arrêté de le dire parce que je me rappelle, c'était un cours de sport où pareil, on demandait la même chose et on était dans un grand gymnase. Mais je me rappelle vraiment de manière très précise cette scène où un garçon voit ce que j'ai écrit, dit quoi, tu vas être femme d'affaires et tout. Mais attends, être femme des ménages, c'est un peu être femme d'affaires, non? Enfin, ce serait peut-être plus adapté ou un truc comme ça. Et je sais que de ce jour-là, j'ai arrêté de le dire. Total. Et donc, j'ai mis journaliste ou avocate. Ce qu'on attendait de moi, voilà. Donc, c'est marrant parce que, même en ayant fait, c'est assez lié avec ce que je fais aujourd'hui, même en ayant fait S, évidemment, j'ai fait du droit derrière. Je suis devenue journaliste au démarrage, etc. Donc voilà. Donc c'est marrant comment finalement l'impact une phrase aura suffi à du coup me faire dire que peut-être que c'était pas ça voulait un peu rien dire, si tu veux, quoi. Voilà. Parce que, à ton avis, qu'est-ce qu'il voulait dire ce garçon par là? Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Je pense que, femme d'affaires, je pense que, les affaires, le business, en France, dans les années 80, je pense que si t'étais pas de ce milieu-là, tu vois, mes parents étaient pas entrepreneurs, je pense pas qu'il y était une ville où il y avait 36 entrepreneurs autour, et puis une femme, quoi, femme d'affaires, ça veut dire quoi? Enfin, moi, je me voyais dans les tours à New York, tu vois, vraiment avec le PowerPoint avec la courbe qui grandit, tu vois. C'était vraiment le cliché avec limite le tailleur avec tu sais la jupe là avec la petite chemise blanche, mais c'était hyper cliché comme vision, mais c'est ce que j'avais. Et je suis allée des années plus tard, mais genre hyper tard à New York, et je me rappelle de ces rêves de ces petites filles. Donc c'était ça que j'avais en tête. Et je pense que il y avait pas beaucoup de filles qui avaient ça en tête déjà, et je pense que c'est pas ce qu'on attendait non plus d'une petite fille, mais en général le business, je veux dire, on avait zéro éducation à ça. Et ça venait d'où? Ça venait des films, des livres que tu avais vus de tes parents? Je pense que ça venait vachement, des films. Je voyais un peu la femme puissante, tu vois, qui faisait je sais pas, ça m'attirait vachement. Et il y avait une histoire un peu familiale, parce que le père de mon père était entrepreneur, tu vois, dans le sud-est de la France, dans la Drôme. Il avait, plein de supérettes, il a une centaine de supérettes dans le sud-est, etc. Donc c'est à l'époque une famille qui était assez aisée, et en fait il est mort brutalement, et ma grand-mère a dû reprendre le truc sans vraiment savoir comment faire, avec
bon, on lui avait pas appris, tu vois, c'était la femme qui devait tenir la maison, la bourgeoise, mais à qui on n'attendait pas grand-chose d'elle, si tu veux, on lui a pas transmis évidemment les causes du business qu'elle aurait pu reprendre, puisque quand ton mari décédait, tu reprenais le business, et elle a pas su faire, je pense, et ça allait tellement loin que, enfin, elle a pas su faire, et elle a pas été aidée par les personnes qui étaient autour et qui conseillaient à l'époque son mari, et du coup elle a même failli partir en prison, tu vois, pour abus de biens social, machin. Ah oui, comme par ça, erreur en fait. Par erreur, et puis parce que il y avait aussi un petit peu de trafic de comptes, etc., des gens qui étaient autour, et voilà. Et donc je pense que j'étais assez empreinte de ça, parce que toute mon enfance, j'ai vraiment entendu parler de cette histoire un peu de la déchéance, tu vois, familiale. Mon père est vraiment passé d'un statut de quelqu'un qui avait un peu, une aisance, puis pouf, tout a plongé. Plus après des années de guerre juridique, elle a été acquittée à ma naissance. 78. Et donc du coup, je pense que ça m'a beaucoup marqué, puisque j'ai entendu mon père et ma grand-mère parler de ça, je pense, toute mon enfance, enfin même plus. Et donc je pense que j'étais assez marquée, et que je me disais peut-être quelque part que finalement une femme, ça pouvait faire du business, quoi. Donc voilà. Merci pour ce partage. Et qu'est-ce que tu retrouves dans ce rêve d'enfance, dans ce que tu fais aujourd'hui? Et d'ailleurs, que fais-tu aujourd'hui? Et finalement, je suis devenue réellement entrepreneur à 40 ans. Donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc je dirais que j'ai fait pas mal d'années, tu vois, plus de 30 ans à avoir retrouvé le. Alors je dirais pas que je l'ai fait avec. J'ai mêlé. J'ai une vie qui a été quand même assez dédiée à l'engagement sur les pouvoirs publics. Enfin, d'abord le journalisme, ce qui est pour moi quand même un certain degré d'aller chercher un peu la justice, ou la justesse en tout cas, et la justesse des faits, on va dire. Ensuite, j'ai travaillé dans les pouvoirs publics, donc à la mairie de Paris. Puis ensuite, j'ai fait mon école de l'entrepreneuriat en dirigeant un incubateur de start-up qui s'appelait Paris Pionnière, et qui est devenu Willa pendant 3 ans. Donc j'ai monté ma boîte sur le sujet des femmes et la tech, parce que vraiment j'ai toujours été sur la question de l'égalité femmes-hommes. Finalement, j'ai trouvé le sujet qui m'a motivée à me dire, maintenant il faut plus attendre, donc il faut monter ce business d'impact, on va dire. Et donc je me suis dit à 40 ans, je me rappelle très bien, je quittais Willa, et j'ai dit c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, et il faudrait que ça soit un projet dans la tech, il faudrait que ce soit un projet qui ait du sens, c'était important pour moi, et qui ait de l'impact. Et donc je me suis lancée comme ça, non sans peur, mais tout d'un coup avec cette urgence de se dire c'est maintenant ou jamais. Et tu peux nous parler de ton projet aujourd'hui? Ouais, donc je suis dirigeante, je suis cofondatrice et dirigeante d'un projet qui s'appelle 50 in Tech. Et 50 in Tech a une grande mission, c'est qu'on veut arriver à 50% de femmes dans la tech d'ici 2050. Et on s'est fixé comme premier engagement, donc qui est devenu notre premier produit, de se dire qu'il fallait travailler sur la rétention des femmes déjà dans l'industrie, puisqu'on en avait 1 sur 2 qui quittait la tech après 8 ans d'expérience. Et donc, on a ouvert une communauté européenne de femmes qui réunit plus de 27 000 femmes déjà à travers l'Europe. Et on leur propose des opportunités d'emploi dans des entreprises dont on affiche en fait les datas de genre, les politiques de diversité et d'inclusion, qui aujourd'hui nous semblent les conditions favorables pour qu'elles puissent grandir en fait dans cette industrie et non pas en partir. Et ensuite, on essaie d'accélérer leur carrière avec plein de services, dont de futurs sur le mentoring, par exemple, en se disant, en fait, on a besoin d'accéder à un réseau. Aujourd'hui, tu as un énorme network gap déjà pour les femmes, mais quand en plus on a été dans la tech et qu'on a été extrêmement minoritaire dans les écoles, ou on vient d'écoles de reconversion, on n'a pas de réseau, par exemple. Tout à fait. Il y a une urgence à la mise en réseau et l'accès aux bonnes opportunités
dans un environnement de recruteurs qu'on forme quand même à des critères d'inclusion. Donc, on les forme sur les méthodes d'approche et sur la manière de recruter de manière non biaisée dans le cadre de leur process. Donc, en fait, on a une plateforme qui permet le recrutement des femmes dans l'industrie du numérique et qui offre notamment aux entreprises une plateforme de sourcing. Ils peuvent se mesurer avec un gender score et mettre en avant leur politique de diversité inclusive. D'accord. Et si on revient juste un peu aux sources pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la tech? Ouais. Alors la tech, c'est quand je parle de l'industrie de la tech, c'est tout ce qui est lié aux technologies et de l'information ou de la deep tech. Donc en gros, c'est tout ce monde qui va du numérique, du digital jusqu'aux technologies les plus innovantes. Donc on pourrait dire grand sujet, est-ce que voilà, ChatGPT, l'intelligence artificielle, voilà, tout ce qui est lié à ces à ce monde qui est déjà là aujourd'hui et qui envahit notre quotidien, donc du smartphone à l'ordinateur, à la révolution de l'ensemble de nos pratiques. Et donc c'est plein de nouveaux métiers, plein qu'on connaît pas encore. Nous, on s'attache vraiment aux métiers qui sont présents dans les startups, donc on va un peu au-delà de ce qui est de la tech, donc de la recherche et développement, avec les métiers donc liés à l'ingénierie, donc l'ingénierie programmatique. Donc comment est-ce que on développe ces applications. Ensuite, il y a les métiers liés autour de la donnée, donc vraiment qui est un énorme pan et on dit que c'est le nouvel or, hein, la donnée. Donc et comment l'exploiter. Donc tous les métiers autour de la donnée, les métiers autour du produit. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui quand on a une architecture technique et même des données, on le donne à présenter à une audience, un public, pour que derrière on en a façonné un service, un usage. Donc voilà, ça c'est des métiers assez fascinants dans lesquels on peut venir de plein de secteurs différents, du design, du marketing et être ingénieur. Et après, il y a tous ces métiers qui viennent de la révolution numérique. C'est aujourd'hui, on fait plus du marketing comme on en faisait avant. Il y a de nouveaux métiers qu'on appelle le growth, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on utilise aussi des outils de l'univers du no-code ou même en utilisant des bouts de code ou pas que, des méthodologies de croissance qui vont en fait utiliser notamment en partie la technologie pour y arriver. Pareil, on vend plus non plus de la même manière. On utilise énormément d'outils aujourd'hui et d'outils numériques pour pouvoir et de manière d'adresser les choses, de capter et donc qui demandent des compétences aujourd'hui liées au numérique très fortes dans ces métiers qui ont beaucoup changé. Et tu disais que vous visez 50% de femmes d'ici 2050. On est à combien là? Alors, c'est pas haut. Donc, à travers l'Europe, c'est 22%. Hein, on a encore un peu baissé. Si tu regardes dans les métiers extrêmement tech, hein, donc le but de 50, c'est dans l'industrie de la tech, mais dans les métiers très tech, en France, t'es à 17%. Donc c'est extrêmement faible. Si tu regardes plus précisément en fonction des différents métiers, évidemment, après, si tu vas en profondeur sur certains métiers comme la cybersécurité, tu vas trouver 5% de femmes en France et peut-être 11% en Europe, donc c'est extrêmement faible. C'est les métiers liés au développement aujourd'hui qui sont les très très pénuriques et liés aussi à l'intelligence artificielle, donc 14% à peu près de développeurs, développeuses informatiques plutôt en France et en Europe. Donc tous les métiers de l'algorithmie, ça dépend des pays, mais c'est 15-16% sur la France et la Grande-Bretagne, mais c'est 26% par exemple en Italie. Et tout ce qui est métier, donc je disais la data, c'est 27%. Donc ça, il y a quand même une grosse croissance, notamment pas mal de pivots de carrière, par exemple parce que la finance, la data science par exemple, ou voilà. Et le dernier qui est très féminisé, sur lequel il y a énormément de potentialité, c'est les métiers liés autour du produit. Donc product design, parce que on peut venir du marketing, du design ou des métiers plus de l'ingénierie, et donc ça offre beaucoup plus de diversité de profils, ce qui est très important parce que comment on façonne le produit et l'usage et comment on va aller chercher les choses, c'est un point très très important pour que ces métiers soient diversifiés. Et ça, c'est une vue qui est assez européenne, puisque quand on va
mettons en Tunisie, au Maroc, on a une majorité de femmes déjà dans les métiers métiers, de la tech. Donc on a plus de 55% par exemple, parce que c'est des filières qui sont liées aux mathématiques et que cette culture des mathématiques et de l'importance des mathématiques dans un berceau où les mathématiques sont nées, c'est très important, mais c'est aussi un facteur de réussite. Et donc, on n'a pas 36, choix de carrière. L'ingénierie est très présente, et après, vous avez l'ingénierie en génie civil, donc plutôt la construction, ou la programmation, par exemple l'informatique. Et donc, c'est assez drivé. Mais les femmes, qui veulent réussir, capacité d'aller plus loin, etc. Elles font maths sup maths c, elles font sans savoir ce que derrière elles vont apprendre à coder. Donc c'est une filière tracée. C'est pas par amour du code, absolument pas. En revanche, elles aiment bien les maths, elles aiment bien la logique, elles aiment bien, et c'est très performatif. Donc elles veulent aller et réussir leur carrière, et elles savent qu'après les carrières qui sont tracées, ils ont vraiment investi extrêmement tôt sur ces filières-là. Et en France, comment est-ce que tu expliques la situation alors qui est assez différente? Alors, je dirais que c'est en Europe et aussi aux États-Unis. Il y a eu vraiment, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, le manque de femmes dans la tech. Quand on était avant les années 70, la progression, par exemple, d'étudiantes en computer science, c'était quasiment plus forte que celle des hommes. On a atteint 40% à un moment donné, et tout d'un coup, il y a eu une soudaine décroissance autour de 84, et en fait c'est beaucoup les effets du marketing du job et de la publicité. On a l'apparition de l'ordinateur personnel, donc plutôt dans la Silicon Valley, et cet ordinateur personnel, c'est devenu un énorme enjeu financier. Donc beaucoup d'hommes se sont mis sur ce sujet-là, et le métier du développeur du coup a été fortement valorisé. Voilà. Et donc avant ça, on avait des femmes. Avant ça, on en avait aussi, puisque quand il s'agissait de calculer à la main, c'était quand même un métier de secrétariat. Et quand c'est devenu un métier qui a été fortement valorisé, les femmes ont été complètement décimées, on va dire, parce que c'est devenu un objet valorisé. Et surtout, il y a eu des effets énormes du marketing, de la publicité sur ce qui était le geek. Donc les premières publicités d'Apple, c'est un homme dans la cuisine qui est en train de geeker sur son ordinateur, et la femme fait la cuisine. Et ensuite on a offert beaucoup plus les ordinateurs aux petits garçons, notamment pour jouer, etc., plutôt qu'aux petites filles. Il y a des études américaines qui ont vraiment montré que l'impact a été très fort, parce qu'elles n'avaient pas eu le droit à ces jeux-là. Donc on les a mis dans le fait que c'était un truc pour les garçons, la Game Boy, c'était pas la Game Girl, Game Girl. Et on parlait aussi de hardware, c'était hard. Alors que si tu vas en Malaisie, tout ce qui est métier lié justement au développement informatique, donc plutôt que ça soit du software ou du hardware, c'est un métier qui est propre et qu'on peut faire chez soi, et donc ils ont 60% de femmes en computer science. Donc tu vois l'impact de la description d'un job. Donc ça a fait que on a eu après des nuées, donc plus de femmes dans la filière étudiante, donc que des hommes. Tout d'un coup, on a commencé à dire que finalement c'était les hommes qui étaient plus intéressés par ces métiers-là. Et donc toutes les grosses boîtes de la Silicon Valley, qui ont commencé à se monter, les IBM, les machins, c'était que des hommes, que des hommes. Et après, c'est impossible. Les débuts de Facebook, les débuts de Google, c'est 300 000 hommes, avec très peu de femmes autour. Et donc est née cette fameuse bro-culture, avec une domination, si tu veux, des stéréotypes. Les femmes n'aiment pas coder, elles ne sont pas bonnes pour ça, etc. Et du coup, comme dans tout environnement très unifié, très cloné. On prend un habitus à la Pierre Bourdieu, et donc on reste dans son culture, c'est-à-dire une culture extrêmement masculine. On prend ses aises, et surtout ça véhicule énormément de stéréotypes, et ça a des retombées, puisque en fait, quand on est une femme dans un milieu d'hommes, on se sent beaucoup moins légitime. Donc on arrive à une faible rétention. Il y a beaucoup plus d'inégalités salariales. On les fait moins progresser. Elles restent plus. Elles n'accèdent pas au métier qu'on dit créatif technologique. Donc tout ce qui est au-dessus d'un statut de simple exécutant. Donc elles voient moins l'impact en fait des tâches qui sont exécutées. Donc elles s'en laissent plus vite. Elles évoluent parfois par des métiers fonctionnels, ou alors elles sortent de la tech. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a vraiment eu un impact. La courbe est assez dingue quand tu regardes. C'est en moins de 15 ans, paf,
plus de femmes. On est tombé à 18%. Et si tu veux, aux États-Unis, on est un petit peu plus, mais ça stagne. Ça stagne parce qu'en fait, après, c'est tout qui rejaillit. C'est la manière dont les parents voient les choses. C'est pas des métiers pour les femmes. Voilà. Et donc, toute l'éducation, toute la manière de présenter ces jobs. Moi, j'ai demandé à ma fille, j'ai 2 filles, pourquoi est-ce que, par exemple, t'aimerais pas apprendre à coder, par exemple, juste, et bien sûr, il y a bien 1 milliard d'autres métiers passionnants autour de ça, mais je lui ai demandé, elle m'a dit, parce que moi, j'ai pas envie de faire des équations toute la journée, derrière un ordinateur à rien faire d'autre. Moi, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie d'interagir, moi, je veux pas faire des équations toute la journée sur un ordinateur. Donc, elles ont une vision, en plus, super, tronquée, avec effectivement, des décrochages en mathématiques, aussi faits parce qu'à l'école, on apprend, pas les mathématiques de la bonne manière et qu'on a des jeunes filles qui ne vont pas en mathématiques. Et d'ailleurs, la réforme du bac l'a bien montré. On a perdu énormément de points là, et donc on avait plus de 60% des filles qui faisaient plus du tout de mathématiques là à l'entrée en première. Donc oui. donc voilà. Et c'est-à-dire pas de la bonne manière? C'est-à-dire que c'est prouvé que les filles décrochent en mathématiques à partir de 12 ans, et donc il faudrait pouvoir apprendre les mathématiques autrement, peut-être montrer plus les applications. Plus de compréhension par rapport à des ensembles de à quoi ça va servir, etc., et pourquoi c'est important. Et je pense que du coup, on manque de méthodes, et en plus il y a aussi des manières aussi d'enseigner qui aujourd'hui ne donnent pas confiance aux jeunes filles par rapport à ça. On les laisse décrocher alors que elles peuvent avoir des très bons résultats, et puis parfois elles ont des très bons résultats jusqu'au bout. Elles poursuivent pas dans ces filières-là. Et si on va jusqu'au bout de la chaîne, quand elles arrivent enfin à aller dans ces écoles, elles sont extrêmement masculines. Donc, vous prenez les cas des scandales qu'il y a eu récemment. Toutes les grandes écoles sont impactées, mais bon, des centrales Supélec, des polytechniques qui représentent un peu l'élite quand même de la nation. Vous sacrifiez beaucoup pour arriver dans ces écoles. Il faut vraiment être excellent. Il faut avoir vraiment. Donc, vous arrivez et puis il y a tous ces scandales de harcèlement sexuel. Ou même de manque de légitimité à être là, à être à sa place, comme si c'était la discrimination positive qui avait agi. Vu le nombre, si on avait plus de discrimination positive, on aurait eu plus de résultats. Et donc, je pense que on a aussi des jeunes filles, donc à peu près 20-22% qui sont dans ces écoles-là. On a que 13% qui rejoignent l'industrie de la tech, parce que je pense qu'elles n'ont pas envie, ce qu'elles disent souvent, c'est qu'elles n'ont pas envie de rejoindre un métier qui est aussi masculin que ce qu'elles ont vécu dans l'école. Mais j'ai envie de dire que maintenant, c'est la même chose pour les jeunes garçons. Mon neveu fait une école de programmation informatique, il n'a pas choisi certaines écoles parce qu'il les a trouvées trop masculines et qu'il trouvait que ça ressemblait pas à la société. La société, c'est 52% de femmes, donc c'est normal. Et quand on est jeune et qu'on est adolescent et qu'on commence à faire ses études, on n'a pas envie d'être dans des univers où il y a ou que des femmes ou que des hommes. Voilà, on a envie de mixité, de diversité à l'image de la société, et c'est quand même la meilleure manière de vivre. Oui, c'est important de le dire, ça peut aussi ne pas convenir aux hommes eux-mêmes, en fait. Totalement. Moi, je vous dis, mon neveu a refusé d'aller à EPITA pour ça. Il a choisi une autre école, et il y avait aussi plus de filières qui expliquaient comment ils allaient l'utiliser. Donc, dans la santé, dans l'IA, et donc il était plus intéressé par ça. Donc voilà. Et donc c'est intéressant de le noter, effectivement, que ça ne convient pas non plus. Et je pense que de toute façon, ce qu'on génère, c'est des jeunes garçons qui font 5 ans d'études sans voir de filles. Je veux dire, quand vous arrivez dans l'entreprise et que tout d'un coup vous avez peut-être un petit peu plus de femmes autour de vous, de manière assez brute de décoffrage, il n'y a pas besoin de faire 36 cours de psychologie pour montrer qu'ils ne savent pas en fait comment se conduire avec peut-être des collègues mixtes. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Et tu as commencé à aborder aussi le sujet de la légitimité. Tu parles pas mal du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus chez les femmes, qu'elles soient entrepreneuses, ou pas? On dit entrepreneure ou entrepreneuse, d'ailleurs? On peut dire les deux. Moi, je préfère entrepreneur, mais c'est vraiment, on peut dire, c'est totalement les deux. Donc, elles sont entrepreneurs ou pas, et qu'elles sont dans la tech ou pas, ce syndrome de l'imposteur. C'est vrai que beaucoup de femmes le ressentent. Je pense qu'au niveau de, ça c'est pareil. Je veux dire, quand vous avez
je pense que c'est lié à l'estime de soi, mais quand en plus l'image qui vous est renvoyée, donc en fait c'est est-ce que je m'estime et que je suis capable de voir mes capacités là où elles sont et peut-être éventuellement mes marges de progression, mais en tout cas voir où sont mes points de force et mes points de faiblesse, sans croire qu'au miroir qui m'est renvoyé. Voilà. Donc quand le miroir il vous renvoie que c'est compliqué de prendre la parole dans la pièce, que vous n'avez peut-être pas accès aux mêmes informations, aux mêmes opportunités, que quand vous avez enfin accès à l'opportunité, on vous en demande plus. C'est vite ressenti, on va dire, de ressentir ce syndrome de l'imposteur. Donc c'est pour ça que c'est très important pour les femmes de faire un exercice régulier, de faire un point sur ce qu'on a accompli, ce qu'on a été capable d'accomplir, et ce qu'on sera capable de réaccomplir demain, voire de se dépasser et d'activer vraiment ce socle pour ne pas être dépendant que du miroir. Donc voilà. Donc ça, le syndrome, il existe dans les univers mixtes ou non mixtes, mais plus généralement on s'approche de la sphère du pouvoir, on le sait, même dans les métiers d'art, plus vous montez, plus il y a des hommes. Donc plus vous êtes exposé à ce regard qui va attendre de vous des choses. Déjà peut-être un style de leadership qui va pas être le vôtre, donc c'est très difficile parce que vous vous reconnaissez pas forcément, donc vous dites que vous n'avez pas les compétences pour l'atteindre. Donc il faut avoir confiance à ses capacités et vraiment faire le point régulier de savoir quelle est sa valise, ce petit socle pour y arriver. Et en tant qu'entrepreneur, je peux vous dire, pour avoir pitché des centaines d'investisseurs hommes, la confiance en soi, vous la perdez en moins enfin, tous les hommes sont affrontés au même truc. C'est-à-dire qu'on est obligé de pitcher des tonnes, il y a beaucoup de noms, mais un homme ne recevra pas le nom de la même manière qu'une femme, souvent entrepreneur. Donc, et en plus parce qu'elle a, dans les retours qui lui sont faits, énormément de choses qui sont biaisées, des questions qui lui sont biaisées, qui lui sont posées. Donc, par exemple, il y a 68% des questions qui sont posées aux femmes entrepreneurs qui sont posées sur un mode préventif. Ça veut dire comment vous n'allez pas échouer. Alors qu'un homme, c'est 68% de questions promotionnelles, comment vous allez réussir. Donc, votre posture, que vous soyez atteinte du syndrome, moi, j'ai jamais, à part face à des investisseurs, ressenti le syndrome de l'imposteur. Enfin, je dirais pas que j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur, mais c'est une perte de confiance en soi massive. C'est que vous pensez que ce que vous faites, c'est complètement pourri. Enfin voilà, je veux dire, vous ne voyez pas, en fait, vous ne voyez que le négatif. Vous prenez les noms. Donc plein d'hommes affrontent ça, mais eux, ils savent qu'ils vont chercher le oui, ils vont chercher le oui. Mais au bout de 150, parfois non, c'est très difficile, je veux dire, à encaisser en général. Mais si en plus vous avez eu les questions biaisées, les remarques déplacées, parfois il faut avoir une sacrée assise. Enfin, il faut pas avoir un moment de fragilité autour de soi. Voilà, il faut zéro fragilité pour se dire on y va, on continue, etc., etc. Donc et pareil quand vous allez dans des rendez-vous, des événements de networking, 90% masculins que vous arrivez, que les types se parlent entre eux, se donnent des bons conseils, et que, enfin, je sais pas, en plus, si vous faites un truc sur la diversité et l'inclusion, l'impression qu'on va parler que de ça, alors que vous avez des enjeux business quand même qui sont forts aussi. Et il y a vraiment ce sentiment que ça les intéresse pas, quoi. Enfin, je veux dire, le cercle est là. C'est très difficile de s'insérer ou d'arriver à trouver le sujet de conversation qui va, ne serait-ce que les capter ou les captiver. Vous avez la sensation de ne pas avoir les codes. Et pourtant, j'ai dirigé un incubateur de start-up. J'ai parlé avec des centaines d'investisseurs. Je veux dire, je parle avec des entrepreneurs hommes régulièrement. Mais dès que vous êtes dans un univers où il y a 80, 90, 95, mais de la même manière qu'un homme qui va dans une assemblée à 90, 95% féminine, alors il sera peut-être, on va pas le questionner sur sa légitimité à être là, sauf si c'est un sujet qui est très, voilà, bon bref. Mais je veux dire, on va pas le questionner sur sa légitimité d'être là. Mais en revanche, il doit sentir un certain inconfort aussi, de se dire, attends, c'est pas facile, tu vois, enfin, d'insérer. Donc voilà, donc je dirais que voilà, le syndrome de l'imposteur, il naît de deux choses. Si on n'a pas travaillé assez fort son propre socle et on n'apprend pas à le faire en tant que femme, donc il faut le faire et il faut se faire aider de mentors, il faut avoir vraiment apprendre à le faire, valoriser ce qu'on a fait régulièrement
etc. Et de l'autre côté, faire attention à ce miroir, donc en fonction de ce qu'il y a en face. Ça peut être un environnement toxique, ça peut être ça peut être un management toxique, ça peut être un univers qui vous ressemble pas du tout, sur lequel vous avez vraiment beaucoup de mal à comprendre les codes et à vous faire à comprendre ce qui chez vous va pouvoir matcher avec ces codes-là. Donc il faut bien aussi comprendre ce qui relève d'un environnement qui de toute façon est inadéquat et fera que vous sentirez toujours un imposteur, et ou un endroit où c'est vous vraiment, vous n'avez pas assez travaillé et donc vous n'arrivez pas à dépasser ça pour y aller. Alors moi je pense qu'il y a un mélange des deux aujourd'hui. Et je pense que dans la tech, il est vite fait d'être perçu comme la personne qui va pas avoir les épaules assez larges. Donc, je peux vous dire que quand vous arrivez, vos preuves, vous devez les faire fois 10. Ouais. Donc, il y a quand même deux situations. Il y a des situations où il faut fuir, en fait. De toute façon, c'est toxique et on pourra rien y faire. Et il y a d'autres situations où on peut s'appuyer sur son socle, essayer de... Comment on peut retourner ce biais de négativité un peu qu'on instaure en face en disant comment tu vas faire pour pas échouer, etc. Il y a des techniques? Alors, il y a des techniques pour renverser une question préventive en, mettons, promotionnelle, mais ça demande un effort intellectuel fort. Ouais. Ça demande un training de sens de la répartie. Donc, dans la recherche pour les entrepreneurs, c'est Dana Kanzo, notamment, qui est une chercheuse qui était à la Columbia et qui maintenant travaille comme assistant professeur à la London Business School, qui a vraiment fait cette recherche sur les questions posées par les investisseurs et qui a montré quelles questions en face on pouvait poser. Enfin voilà, mais c'est quand même très difficile d'arriver à avoir la présence d'esprit de sans arrêt identifier, retourner la question et donc la reformuler. Donc le bon moment, c'est la chose à faire, c'est d'essayer de reformuler une question si elle est trop formulée de manière à vous faire vous condamner un peu à l'échec. Un des meilleures méthodes, c'est arriver à l'identifier, donc s'entraîner et reformuler la question de manière proportionnelle et là y répondre. Voilà. Donc c'est important de pas répondre du tac au tac, de prendre le temps de parfois de la réflexion. C'est pareil dans la négociation salariale. Il faut connaître, avoir benchmarké un peu et savoir poser sa demande au bon moment et savoir aussi mettre un petit peu de silence pour essayer de faire que l'autre arrive un peu à s'expliquer sur l'éventuel non ou l'éventuellement pourquoi et quand. Donc voilà. Ouais, donc laisser la place à l'autre de s'exprimer. Oui, de se débrouiller avec sa question pourrie ou sa réponse pourrie. Super, c'est hyper concret. Merci pour ces conseils hyper pragmatiques. Et Carole, qui te connaît bien de chance, qui est mise en relation avec toi, me dit que tu parles aussi de créativité pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Ouais, je pense que en fait, je dirais plutôt, j'ai parlé de curiosité aussi et effectivement de curiosité, pardon, c'était curiosité. Curiosité. Tout à fait. Je pense que avoir envie d'y aller malgré les peurs et avoir la curiosité moi, j'ai toujours fait des jobs très différents. Je passais donc là, c'est vraiment le propos de chance, c'est que moi, ce que je vais reconvertir, je n'avais pas chance, mais moi, j'ai toujours sauté d'un métier à l'autre. Donc, j'ai vraiment eu un parcours absolument pas linéaire. T'as fait quoi, par exemple? J'ai commencé comme journaliste. Ensuite, je suis allée vivre un peu au Brésil. Je suis revenue, où je faisais aussi, un peu d'édition de tout ça. Je suis revenue, j'ai travaillé pour une photographe où j'ai lancé un site internet. C'était un peu le Unsplash, mais la vision business en moins. Mais bon, il fallait quand même avoir une vision business, faire son premier cahier des charges à l'époque une SS2I. Du coup, j'ai découvert tout ce qui était lié au format d'image. Bon, j'en avais un petit peu pour le journaliste, qu'on faisait les photos, les machins. Mais bon, bref, du coup, il y avait tout cet aspect-là, donc qui était à la fois business, l'image, les sites internet. Finalement, je me suis dit que c'était pas l'endroit où j'allais m'épanouir le plus parce que je voyais justement pas une envie business assez forte. Donc je me suis vite ennuyée et je me suis dit en fait non, je veux revenir à la politique, parce que j'avais fait un DESS de collaboration des lieux et de journalisme politique à Nanterre, un DESS de sciences politiques, et donc j'ai fait la campagne de Delanoë la nuit. Donc là de la com, quoi, des vidéos, mais donc comme j'avais appris un peu les formats d'images, les machins, je me suis débrouillée avec, et puis j'avais le journalisme, donc je savais quand même raconter. Donc voilà, donc je faisais ça la nuit, je peux être garantie de pouvoir être prise. Puis finalement, j'ai eu une opportunité, je suis devenue conseillère com et presse
Daniel Vaillant. Donc là, ça c'est à la fois c'est la profession de journaliste plus fait de savoir raconter, et de refondre des sites web. Et j'ai tout de suite utilisé quasiment le numérique pour atteindre les citoyens, notamment après ma première grossesse où je réalisais que je bossais de 8h à minuit sans impacter les gens. Donc, je me suis dit, en fait, tu bosses, mais ça sert à rien, les kakémonos, les affiches, ça peut marcher, mais je veux dire, globalement, il y a le panneau numérique et les débuts de Facebook. Et donc, j'ai commencé à investir ce champ-là. Je suis partie à la mairie de Paris où là, c'était carrément chargé de campagne, donc où j'ai fait des campagnes numériques tout de suite, quasiment, inventer un blog pour mieux communiquer aux Parisiens les aides sociales des classes moyennes. Voilà, donc en fait, j'ai commencé à utiliser du coup le numérique énormément. Je me suis passionnée pour les startups. J'avais créé le premier label des startups qui était My Startup in Paris, juste avant que on ait le label French Tech, et puis ensuite tout ça a fusionné, a disparu de Paris. Mais donc c'était vachement intéressant. Si tu veux, je me suis toujours intéressée. J'ai vu la naissance des incubateurs. Donc du coup, j'ai adoré ça. J'ai commencé à travailler avec plein de startups pour intégrer des systèmes pour mieux engager les citoyens. Dans tous les sites web, on refondait Paris.fr, on avait toutes les apps de tennis, de machin, tout ça. Je suis devenue responsable agent de tout le département numérique de la ville. Et puis après, j'étais quand même très autour de ça. J'avais une association où j'œuvrais pour l'égalité femmes-hommes, etc. Et donc quand j'ai vu Paris Pionnière, donc un incubateur, vu que j'étais passionnée par le sujet, et que il y avait plein de trucs à faire, donc ça a été mon école de l'entrepreneuriat, parce qu'il fallait gérer quand même une association comme un business, il fallait que ça tienne. L'association allait mal quand on l'a récupérée, et elle était très elle marchait très bien quand j'en suis partie. Et donc ça a été tu vois, j'ai appris à faire un business plan. Je savais pas faire, j'ai pris quelqu'un pour m'aider. Tu vois, voilà. Et donc en fait, j'ai toujours eu ce truc de me dire, je le prenais par l'intérêt et l'impact que j'allais pouvoir atteindre, et au milieu de tout ça, j'apprenais plein de choses. Voilà. Donc, et ça m'a toujours, la curiosité m'a jamais empêché, tu vois, de prendre une responsabilité, même si je me disais évidemment, je vais pas être totalement compétente. Et puis j'ai aussi assez acquis très très vite le fait que j'étais incompétente dans plein de trucs, mais que j'avais aussi des points de valeur. Donc justement, cette créativité très forte, cette capacité à avoir des opportunités business, où vraiment j'ai là-dessus un sens assez développé. Il manque plein d'autres skills autour, mais donc du coup, j'ai aussi très vite acquis et ça c'est une vision pour moi qui est très entrepreneuriale, c'est que tu fais pas les choses seul et que il faut meilleur que toi autour de toi. Et donc pour moi, je dirais que la plus nulle de la boîte, c'est moi. Voilà. Non mais je m'en fiche de dire ça, parce que si moi j'embauche pas meilleur que moi, oui, tout à fait. En fait, non, je vais stagner, parce que évidemment que je sais pas faire le quart des choses que réclame, tu vois, une entreprise qui peut avoir sa complexité dans la tech, dans la vente, dans le growth marketing, dans machin, etc. En revanche, d'avoir un peu touché à tout, ça m'a donné, la possibilité de se dire, tu vois, je croise engagement, entrepreneuriat, impact, entrepreneuriat et passion pour tout ce qui est égalité. Voilà, tu crées ta boîte avec. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Ouais, donc tes conseils, si je résume, ce serait intégrer la curiosité dans son quotidien, s'entourer des bonnes personnes et notamment des personnes plus compétentes que soi, et avoir confiance en sa propre capacité à monter en compétences. À monter en compétences et aussi peut-être avoir une vision et savoir la défendre. Voilà, je dirais. Voilà, donc oui, tout à fait. Il y a ce fil rouge chez toi qui est très fort, de ton aspiration profonde pour l'égalité. Ça a été quand même quelque chose de très moteur pour toi, n'est-ce pas? Exactement, très 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 moteur. Et autour de ça, tu tisses énormément de choses, quoi. Voilà. Donc et à chaque, je pourrais dire, passion pourrait émerger, tu vois, quelque chose, quoi. Voilà. Donc je trouve ça vivifiant. Et du coup, ça rend un monde des possibles beaucoup plus fort. Voilà. J'aurais peut-être pas fait la même carrière. J'ai pas fait la carrière où j'allais être payée des 1000 et des 100. J'ai pas fait ce choix-là. Jamais été très bien payée, ce qui fait que quand je suis devenue entrepreneur, très mal payée. J'ai envie de dire, l'un dans l'autre, on s'en sort. Et puis au final, il y a un moment donné où on arrive à dépasser certains points, mais en tout cas le moteur n'avait jamais été l'argent. Donc quand il faut se sacrifier un petit peu, c'est aussi peut-être plus facile de le faire. Et qui sont les femmes que tu admires professionnellement? Alors j'en ai beaucoup. En fait j'ai tissé
réseau de femmes autour de moi dont j'admire les capacités professionnelles et l'extrême parfois clairvoyance et surtout le très commun, c'est des femmes qui redonnent. Donc moi je redonne aussi quand je peux. Il y a des moments où c'est difficile pour moi de le faire. J'ai 2 filles, je vis entre Sud Bordeaux maintenant et Paris, mais dès que je peux le faire, je le fais. Mais donc il y a des femmes qui sont là autour de moi. Donc Claire Calmejane, qui est la Chief Innovation Officer de Société Générale, qui est une femme incroyable. Tu vois, elle est plus jeune que moi, mais je trouve qu'elle est absolument brillante, inspirante, et elle redonne beaucoup. Il y a une de mes premiers investisseurs, Géraldine Lemeur, qui aujourd'hui est général partner du fonds, qui est le fonds de French Founders à New York, et qui est quelqu'un pareil. On a une rencontre, on s'est tout de suite bien entendu. Ça relève pas de l'amitié, mais ça relève d'une profonde, voilà, quand j'ai besoin, je sais qu'elle est là. Tu vois, au milieu de la levée de fonds, quand j'étais au fond du rack, tu vois, que tu dois appeler quelqu'un parce que tu sais plus comment tu vas te sortir du truc. J'avais toute une série de femmes autour de moi, soit qui vivaient la même chose, tu vois, Lara Canafer aussi, qui levait en même temps que moi. On s'est beaucoup épaulé, qui est une fille brillante en sales et qui maintenant qui est devenue coach en sales et qui est géniale. Marie Houtier, qui a revendu sa boîte à Twitter, qui est devenue mon investisseur, mais qui est très très engagée sur ces questions d'entrepreneuriat féminin, toujours là. Enfin, tu vois, donc et en fait, je dirais que c'est pas, j'admire rarement des gens sur papier glacé, tu vois. Carole Zibi, elle a toujours été là pour moi depuis le début. Donc, votre VP marketing, elle a toujours été là. Le premier déjeuner, voilà, toujours, je dirais, professionnellement, parfois même amicalement, voilà. Et donc, savoir en fait s'entourer de comme ça ces personnes un peu bienveillantes qui croient en vous, alors que quand même parfois vous ne croyez plus en vous, elles sont là. Et c'est hyper important. C'est hyper important de se créer son propre réseau, et qui, au-delà de mes propres amis, qui sont évidemment là pour moi, pour plein de raisons, je veux dire personnelles, mais tous ces enjeux professionnels qui sont l'entrepreneuriat, la tech et tout ça, vous avez aussi besoin de vous constituer des réseaux qui peuvent vous aiguiller et vous épauler. Ce qui fait que je bénéficie, j'ai pas beaucoup d'hommes, en fait, bizarrement, et donc je pense qu'ils ont des bonnes histoires. Donc là, je commence à développer un peu plus le fait de m'entourer, voilà, d'hommes qui ont réussi aussi autour de moi, pour pouvoir aussi bénéficier de ces autres conseils. Mais je le prends sur un autre volet, plus business pour le coup. Et tu parlais de la difficulté à lever des fonds quand on est une femme. Et donc le réseau a été un de tes leviers pour t'aider à ce moment-là. Il y a eu quoi d'autre? Je dirais qu'il a été là pour me soutenir, pour te soutenir. Voilà, certaines fois pour faire des intros, voilà. Oui. Mais on est assez seul quand on fait une levée, en tant qu'entrepreneur, dans le sens dans sa tête. Et puis il faut quand même que vous continuez à y croire pour que vos équipes et tout, voilà. Donc si vous le faites sur une certaine durée, je dirais que oui, le soutien il est essentiel. Pouvoir se faire challenger sur ce qu'on dit, comment on le dit, et donc ça oui, j'ai eu beaucoup d'aide de ce point de vue-là, et des intros, parce que ça c'est toujours important. Donc il faut pouvoir faire jouer le réseau pour qu'il y ait d'autres intros, etc. Et puis il faut beaucoup de culot pour pouvoir continuer. Après les chiffres sont là, on était à plus de on était qu'à 2,4 il y a encore 3 ans des levées des fonds au capital risque qui étaient attribués à des femmes entrepreneurs. On est tombé à 1,9 avec les crises successives, Covid, et puis là la crise de l'investissement qui aujourd'hui fait qu'il ne finance quasiment plus aucune boîte. Donc 1,9, je pense que l'année prochaine on sera tombé encore plus bas. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire à titre personnel en tant que femme pour bénéficier de cette solidarité réseau quand on n'a pas le réseau justement? Alors il faut du coup rentrer dans les réseaux. Voilà, comme 15 Tech. Et dans les réseaux, donc 15 Tech, peut-être sur le côté, on fait une opération avec Vivatech sur la levée de fonds, et c'est le seul point que j'ai gardé sur l'entrepreneuriat, on va dire. Mais il y a des incubateurs qui sont dédiés. Il faut rentrer aussi dans des réseaux mixtes pour pouvoir bénéficier des réseaux sur notamment si c'est 95% d'hommes.
investisseurs, il faut que vous soyez aussi dans ces réseaux-là pour pouvoir bénéficier de cet effet-là. Nous, on était à Station F, par exemple. Oui. On y a été aussi. Voilà, donc qui donnait voilà beaucoup d'accès à beaucoup d'investisseurs, beaucoup de réseaux, etc. Donc ça c'est l'essentiel. Ensuite, il y a les biais. Donc il faut vraiment être béton sur sa manière de faire les choses, mais il faut aussi avoir confiance de ces freins-là. Moi, comme un petit projet politique sur la fin de notre levée là en seed, j'ai ouvert à la communauté. Donc évidemment les femmes sont un peu moins sensibles à la question de l'investissement, mais je disais voilà de pouvoir investir à partir de 10 € dans 15 Tech. Voilà, on a comme ça 250 ou 260 personnes qui ont investi un ticket dans 15 Tech et je trouve que c'est très très important de pouvoir donner ça comme opportunité aujourd'hui aux femmes notamment et aux alliés pour essayer de changer l'éducation et la vision de ce que c'est que l'investissement aussi. On a besoin de plus de femmes investisseurs et de plus de femmes investisseurs à haut niveau, pas que au niveau analyste. Et quels sont tes projets pour l'avenir? Est-ce que tu as envie de rester dans cette voie-là, changer totalement, garder ce fil rouge? Si tu peux nous en parler. Oui, là, là, clairement, j'ai envie de développer 15 Tech partout en Europe. On a une présence qui est déjà européenne. 85% pour l'instant des entreprises qui ont un siège en France, mais recrutent partout à l'international. Mais on va ouvrir le UK, donc la Grande-Bretagne, à partir de septembre prochain. On a déjà des entreprises signataires. On a 25% de la base de communauté là-bas, mais l'idée c'est que on puisse vraiment pénétrer fortement ce marché et après l'Allemagne. Donc on a de grandes ambitions et plein de projets autour de la donnée. Donc notamment essayer d'aider les entreprises à on a un gender score, on aimerait pouvoir mieux qualifier leur marge de progression et où est-ce qu'ils doivent aller, et aussi analyser les biais en fait dans les outils de gestion de candidature et de pouvoir les aider finalement à objectiver cette performance de diversité et d'inclusion. Voilà, c'est parce que quand tu parles de diversité et d'inclusion, tu as l'impression que c'est une espèce de nébuleuse dans laquelle tu peux pas vraiment agir et qui produira pas vraiment d'effet, ou en tout cas par chance. Or, il y a des actions aujourd'hui qui portent leurs fruits, qui démontrent des résultats. Il y a aussi énormément de biais dans le recrutement qui aujourd'hui font manquer le peu de pipe qu'on a, font manquer des opportunités aux entreprises. Donc, on pense qu'il y a énormément de choses à faire de ce point de vue-là. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où on veut se développer. Et puis à titre personnel, on a quand même changé de vie, puisqu'on a acheté une maison dans la forêt au sud de Bordeaux. Donc on finit la maison, donc il faut déjà finir la maison. Et puis on a des petits projets d'écolieux autour, notamment des cols de la forêt. Je pense qu'aujourd'hui on a des assets qui sont très très importants aujourd'hui au niveau de la planète, sur lesquels il faut pouvoir éduquer les jeunes à la nature, et donc on a des petites idées comme ça, un peu d'ancrage local. Je pense que le numérique permet de passer les frontières, mais que aujourd'hui il est aussi temps de réinvestir l'ultra local, que ce soit dans l'alimentation, dans la dynamisation des tissus, locaux, et des gens comme moi, là où je suis là, il y en avait peut-être pas beaucoup, tu vois, et ça c'est permis par le numérique. Et donc comment est-ce que finalement on se mélange vraiment et on crée d'autres opportunités pour les territoires? C'est aussi un enjeu qui aujourd'hui m'anime énormément. Et comment concilier tout ça? Ça fait beaucoup. Ça se concilie parce que on a quand même une culture qui a été, on est né pendant le Covid. L'activité, elle a commencé début 2009, mais on a vendu aux entreprises. On n'avait pas vu nos clients parfois. Nous, pendant plus de 2 ans, et des clients qu'on n'a jamais vus d'ailleurs, même en physique. Et donc clairement, totalement adapté à une culture, on va dire, de télétravail et de remote, comme on dit en bon anglais, et donc j'ai des employés qui travaillent en moyenne 2 jours par semaine au bureau s'ils veulent venir au bureau. Sinon les autres peuvent choisir d'être complètement en télétravail, et on se voit tous les 2 mois. Et donc moi je viens toutes les 2 semaines par exemple à Paris pendant 3 jours. Je prends le train, donc c'est assez écologique comme déplacement.
Et donc voilà, mon associé aussi a déménagé à Bordeaux, enfin c'était originaire, etc. Donc voilà, donc on fait ça comme ça. Donc et pour l'instant ça marche plutôt bien. Et puis moi je suis contente quand même de pouvoir aller de nouveau à Paris, voir mes amis, voir mon équipe. Et c'est pour moi un bon équilibre. Donc, encore une fois à date. Parce que demain, ça sera encore celui-là, je sais pas, mais il faut se laisser grandir aussi avec les projets. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton partage qui transpire, c'est personnel, hein, mais je trouve que ça transpire la générosité, la résilience. Ça m'a beaucoup inspirée. Et j'aimerais d'ailleurs te poser une dernière question qui serait qu'est-ce que la Caroline d'aujourd'hui dirait à la Caroline de 7 ans si tu pouvais retourner la voir? Ben, je dirais, continue d'écrire femme d'affaires sur sur ta fiche. C'est une super conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Pour l'interview. J'étais ravie de partager mon expérience et peut-être le message que je vais faire passer à toute l'audience de Chance, c'est que on a tous notre chance dans quelque chose et il faut pouvoir la saisir et il faut pas hésiter à se réinventer parce que la vie c'est quand même long, ça peut être chiant quand on fait la même chose et donc c'est quand même une super opportunité de pouvoir donc si on n'a pas la propre impulsion par soi-même, ce qui est je dirais pas toujours simple d'être comme ça, il faut pouvoir la trouver autour et en fait la vie est pleine de surprises et pleine de c'est des embûches aussi, mais c'est aussi plein de surprises et donc il faut pouvoir les saisir et donc d'avoir des outils pour apprendre à les saisir, c'est hyper important. Donc voilà. Merci beaucoup Caroline. Merci Philippine. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.